Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo, bienvenue pour un nouveau numéro de Minokan. Avec moi, Mambo Rosmi Paradis, on va parler encore aujourd'hui de la spiritualité ancestrale. Nous allons parler de toutes nos richesses, de notre héritage qui a été légué par nos ancêtres. Alors, je vous remercie tout d'abord à vous tous téléspectateurs d'être toujours aussi nombreux et à des fidèles également qui regardent Minokan. Merci pour vos messages, vos encouragements. Ça me touche et ça me va au plus profond du cœur. Je vous remercie vraiment. Avant de commencer l'émission, je voudrais, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, revenir sur certains détails. Je comprends, je sais que parmi vous, il y a des gens qui se cherchent, des gens qui veulent savoir tout sur le vaudou, qui veulent apprendre le vaudou, qui se posent des questions, qui aimeraient avoir des réponses. Minokan est fait pour ça. Cela veut dire que si vous avez regardé une émission, 2 émissions, sachez qu'il n'y en a pas que 2. Allez sur YouTube ou allez sur la page Facebook de H-Live et vous verrez toutes les émissions de Minokan. Si vous allez sur YouTube et vous tapez Minokan H-Live, vous verrez également la chaîne de H-Live à travers laquelle vous verrez toutes les émissions de Minokan. J'ai reçu des messages, des appels de personnes qui désirent tout savoir sur le vaudou ou qui veulent discuter avec moi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas du mépris, mais réellement, je n'ai pas vraiment le temps pour cela. C'est pour ça que je sacrifie mon temps pour la promotion du vaudou. C'est pour ça que je fais Minokan. Je ne suis pas payée quand je fais Minokan. Je n'ai pas de salaire de H-Live. Je suis une bénévole. Je fais ça pour la promotion de ma spiritualité. Je fais cela pour vous, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes au loin, aux Antilles, aux États-Unis, en Haïti ou même en Afrique et qui regardez Minokan, que vous puissiez avoir l'opportunité de suivre ce que la communauté Noire de France fait, de suivre ce que Rosmi a entrepris, c'est-à-dire la promotion de sa spiritualité. La raison pour laquelle je fais également cela, c'est pour permettre à toutes les personnes qui s'intéressent au vaudou, mais qui n'ont pas encore le courage d'aller plus au fond des choses, de pouvoir avoir quelques informations, c'est-à-dire d'apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la spiritualité ancestrale et d'apprendre également qui sont les personnes ou quelles sont les personnes qui pratiquent le vaudou et qu'est-ce qu'il y a dans le vaudou, qu'est-ce qu'on peut y faire, quel type de mission pouvons-nous avoir. Donc si vous voyez une émission, 2 émissions, je vous encourage à les écouter toutes. Et je vous encourage également, bien sûr, si vous êtes intéressé, j'ai une classe virtuelle qui apprend les fondamentaux du vaudou qui s'appelle Chemin Guinet. Et vous pouvez l'intégrer après m'avoir contacté au 07 53 90 92 10. Je le répète, 07 53 90 92 10. Également, il y a une association, donc une communauté vaudou, à travers laquelle nous nous réunissons, nous partageons, nous apprenons et nous nous connectons à notre héritage ancestral. Il y a notre page Facebook et la page s'appelle Ife Nzinga Moyo, Ife I-F-E Nzinga N-Z-I-N-G-A et Moyo M-O-Y-O. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez aller sur la page Ife Nzinga Moyo et puis on vous répondra. On répond en général assez vite. Voilà. Donc, Minokan est pour vous. Installez-vous confortablement sur votre canapé ou dans votre lit ou dans le placard pour ceux qui nous regardent en cachette. Et on va passer 1h30 ensemble autour de la spiritualité ancestrale. Aïe Bobo, l'émission commence. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Minokan, Minokan, Aïe Bobo,
va commencer l'émission. Ce soir, un thème très important. Pourquoi? Parce que c'est une étape charnière de sa vie, d'entrer dans la spiritualité ancestrale. C'est une étape charnière de sa vie, de retourner à son authenticité. Comme je dis souvent, chacun d'entre nous avons une porte différente pour retourner à sa véritable identité. Certains choisissent la spiritualité vaudou, d'autres choisissent la musique, d'autres l'art, d'autres le théâtre, le cinéma, certains aussi la danse, d'autres tout simplement l'histoire, l'historicité du peuple noir. Et d'autres, tout simplement, passent par d'autres portes encore. Et c'est une de ces portes que je vais ouvrir ce soir et à travers laquelle je vais accueillir mes invités. Tout d'abord, le thème de ce soir, sachez que c'est revenir authentiquement à soi. Beaucoup d'entre nous, d'entre vous, vous voulez revenir à l'authenticité. Ce soir, avec deux belles reines, Camille, on va découvrir ce qu'est l'authenticité, comment y revenir. Pourquoi y revenir? Et quelles sont les démarches que l'on doit faire pour y revenir? Comment elles peuvent vous accompagner pour revenir à votre authenticité? Est-ce qu'elles sont féministes? Est-ce qu'elles aident que les femmes à revenir à leur authenticité? Est-ce qu'elles aident que les Noirs à revenir à leur authenticité? Est-ce que les hommes aussi peuvent participer à leurs activités? On va voir tout cela ce soir avec mes deux invités et on va commencer tout de suite par les accueillir. Aïe Bobo! Aïe Bobo! Aïe Bobo! Alors, on commence tout de suite. Alors, bonjour, présente-toi. Ok, très bien. Donc, bonsoir à tous, bonjour à tous, en fonction de là où vous vous situez en France ou à l'étranger. Donc, moi, c'est Runor Flory. J'ai 35 ans, maman d'un petit garçon de 10 ans et je suis de profession assistante sociale et cofondatrice de l'association Afrotantica. Voilà. Aïe Bobo. Ensuite, à ma droite. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Cynthia Mapenzi. Je suis originaire de la Martinique. Je suis actuellement coach en alignement émotionnel. Donc j'accompagne des femmes dans leur dans le fait de révéler leur lumière, justement, leur plein potentiel. Et j'ai 33 ans. Voilà. D'accord, très bien. Flory, tu nous as pas dit tes origines. Ah oui. Je suis originaire de la Guadeloupe, plus particulièrement de la Basse-Terre, Pointe-Noire, Mao, d'ailleurs, que je salue. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire, chacune à votre tour, un peu le récit de votre parcours spirituel? Bien sûr, c'est pas qu'on est intéressé à votre vie privée, mais il faut savoir qu'à Minocan, il y a tout type de personnes qui regardent l'émission et souvent les gens ont besoin de s'identifier aux invités. Donc je vais vous demander comment vous avez grandi, dans quelle confession religieuse vous avez grandi et aujourd'hui quel est l'état des lieux. Cynthia. Alors moi tout simplement, déjà mon nom civil c'est Cynthia Tuttle. J'ai choisi ensuite Mapenzi parce que ça me correspond davantage, mais je suis née en fait, j'ai grandi dans une famille catholique. C'est un peu atypique et je pense que c'est assez commun aux Antilles, c'est que j'ai une grand-mère qui était adventiste, un grand-père qui était évangéliste et mes parents sont catholiques. Donc j'ai grandi en fait dans cette religion-là jusqu'à après cheminer, on va dire, au niveau spirituel par la suite. D'accord. Donc ton nom civil est Tuttle et ton nom aujourd'hui, c'est pas un nom de scène, c'est un nom... C'est un nom, on va dire un surnom que j'utilise professionnellement. D'accord, donc un nom public, on va dire. Ça. Et Mapenzi. Donc que veut dire Mapenzi? Mapenzi, en fait, ça signifie amour en swahili, ça signifie également volonté. Et c'est vraiment dans la volonté de revenir à l'amour de soi que j'ai choisi ce nom-là, en fait. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, tu as grandi entre la religion adventiste, évangéliste et catholique. Et donc tu as grandi dans cette voie jusqu'à quel âge? Et aujourd'hui, quelle est ta religion? Enfin, quelle est ta foi, en fait, aujourd'hui? Alors, j'en suis à un stade, on va dire, où je chemine encore, justement. Donc, j'ai grandi dans ces différentes religions. Ça m'a donné une certaine ouverture, une certaine tolérance. Et il y a quelques années de ça, j'ai commencé justement un travail un peu spirituel, à m'ouvrir vraiment à la spiritualité de mes ancêtres. Donc, je me suis rendue au Bénin. Donc, pour le moment, on va dire que je chemine encore dans ce parcours-là, en fait. Je me suis ouverte, mais pour le moment, je chemine. Je n'ai pas pris une voie en particulier. D'accord. Tu vas toujours à l'église ? Non, je ne vais plus à l'église. D'accord, donc là, ok, donc on peut dire, en gros, tu as cheminé, tu te cherches, mais en tout cas, tu as arrêté d'aller à l'église. Tu crois toujours en Dieu, tu crois toujours en Jésus. Quelle est ta foi, en fait? D'accord. Au quotidien, je dirais que j'ai toujours un lien avec mon Créateur, avec Dieu. Voilà, j'ai un lien que je continue
à ressentir au quotidien. Ok. Maintenant, mes croyances sont en train d'évoluer justement. Justement, le fait de me rapprocher de plus en plus de ma culture, de mon histoire, de mes origines, m'amène à prendre un autre cheminement par rapport à ce que j'ai appris en étant catholique, en allant au catéchisme. D'accord. Et donc, tu dis que tu as été au Bénin. Donc, comment tu as trouvé le Bénin par rapport à leurs pratiques spirituelles? Comment tu t'es sentie, toi qui as grandi dans le christianisme, si je peux dire ça comme ça? Disons que c'est vrai que c'était pas la première fois que je mettais les pieds sur la terre des ancêtres, mais le Bénin, ça a été très particulier. C'est une énergie assez particulière, surtout que j'y suis allée pendant la fête du Vaudou. Donc, c'était un moment assez important. Mais après, j'ai connu un côté un peu plus folklorique que ce que j'aurais imaginé. D'accord. Donc c'est vrai que je ne suis pas encore rentrée vraiment en profondeur dans les rites ou les pratiques, mais je m'y intéresse en fait. C'est vraiment un questionnement et j'essaie d'aller plus en avant sur ces questions. D'accord, Aïe Bobo. Donc du coup, pour toi, être ici à Minokan, c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est vrai qu'on va parler un peu de l'authenticité, mais là, vraiment dans un contexte, on va dire, un peu vaudou. Aïe Bobo. Florie. Oui. Ton parcours spirituel. Alors, moi, de la même façon que Cynthia, mais pas tout à fait pareil, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà, toute ma famille est très croyante. Voilà, donc ils vont à l'église, il y a les pèlerinages à Lourdes, etc. Moi, j'ai grandi là-dedans. Très jeune, moi, j'ai toujours apprécié ça. J'ai toujours aimé ça. D'ailleurs, ma mère le dit. Elle dit, mais de mes enfants, c'est toi qui étais la plus déterminée. Donc oui, je faisais ma petite prière. J'avais toujours eu mon coin à moi, même dans ma chambre, etc. Ou quand j'ai été dans mon logement étudiant, j'avais moi-même mon espace où je priais, etc. Donc c'est quelque chose qui était très ancré chez moi. Et en fait, j'entendais beaucoup de personnes parler de la Bible, etc., ce qu'il y avait à l'intérieur, jusqu'au moment où j'étais adolescente, où je me suis dit, mais en fait, je l'ai jamais lu. Et donc, pourtant, j'ai fait le catéchisme, etc., mais j'avais jamais lu la Bible. Je lisais la Bible à travers ce qu'on me disait, notamment au catéchisme. Et donc, je suis allée en pèlerinage avec ma mère, et en revenant, j'ai acheté ma petite Bible et tout, et j'ai commencé à la lire. Et là, surprise, à peu près à la moitié du livre, ça parlait de l'esclavage et de la condition des esclaves, comme quoi ils devaient rester esclaves. Alors ça m'a questionnée, alors je me suis dit peut-être j'ai mal compris, j'ai mal lu, j'ai relu, etc. J'ai interrogé un peu ma famille, mes amis qui sont très très croyants, qui connaissent par cœur limite la Bible, et je leur ai posé la question. Et j'ai été étonnée de voir que j'avais pas de réponse. On ne pouvait pas m'expliquer. Alors après, j'ai un peu approfondi, je parlais d'autres choses, de ce que j'avais lu et ce que j'avais compris de la Bible, et personne n'était en capacité de me répondre. Et ça m'a fait très bizarre. Après, il y avait aussi j'avais le sentiment un peu de culpabilité, c'est-à-dire que si je priais pas, c'est-à-dire si je me mettais pas à genoux, dans telle direction, je faisais mon signe de croix, j'avais l'impression que j'étais une mauvaise chrétienne parce que je ne priais pas assez. Et pas de la façon dont on m'avait appris à prier. Et après, comme moi, j'avais plus envie de faire comme ça, parce que j'estimais que si Dieu était partout, dans ce cas-là, si je suis là, assise par terre ou debout, il est en capacité de m'entendre partout où je suis. Et donc, j'ai commencé à interroger tout ça. Et à me poser de sérieuses questions. Et jusqu'à un jour où je me suis dit, j'étais très, très perturbée, en fait, parce que comme c'était quelque chose qui me tenait à cœur, après, j'ai eu des événements dans ma vie qui m'ont particulièrement marqué, qui ont aussi remis ça en question. Et j'ai prié très fort et j'ai dit, bon, j'aimerais comprendre en vrai de quoi il en retourne en fait. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Il y a certainement un truc qu'on ne comprend pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous essayez de me faire comprendre, mais que moi, je passe à côté. Et à l'issue de ça, quelques mois après, alors là, j'ai quand même grandi quand même, à ce moment-là. Tout ça, c'est tout un cheminement sur plusieurs années. Et juste après que j'ai fait cette prière-là, quelques mois après, en allant visiter un ami qui avait une boutique à Châtelet, il y avait sur un de ses murs une affiche sur pèlerinage à Haïti. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut absolument que j'aille là-bas. Je sais pas pourquoi, mais il fallait absolument que je sois à Haïti. Alors, le voyage, il était 3 semaines après. J'avais pas d'argent, je voyais pas comment j'allais faire pour aller là-bas, mais en tout cas, je savais que je devais y être. Et c'est mon frère, en discutant avec lui par téléphone, qui m'a dit, attends, je te paye le billet. Et finalement, je me suis retrouvée, et puis, j'avais pas de passeport, toutes mes pièces étaient périmées, il fallait tout refaire.
Et je suis allée à la mairie, etc. Et le monsieur me l'a fait en 2 jours, alors que d'habitude ça met 3-4 semaines. Et donc je l'ai eu très rapidement. Tout s'est imbriqué parfaitement en fait, qui fait que je savais que je devais vraiment être à Haïti. Et donc j'étais en Haïti en 2018 avec une association, par le biais d'une association. Donc c'était Nation Kamit, et je me suis retrouvée à la Fondation Félicité à Haïti, et donc ça a été la révélation. Parce que franchement... C'était la première fois que tu partes en Haïti? Ah oui, et puis surtout par rapport à ce qu'on en disait, par rapport à ce qu'on dit d'Haïti. Moi, quand je suis arrivée, j'ai été agréablement surprise par la beauté, par la grandeur d'Haïti, parce que par rapport à la Guadeloupe, Haïti, c'est tellement plus grand que la Guadeloupe. C'est pratiquement le même paysage, sauf que c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant. Un lac, on a l'impression que c'est la mer. Donc voilà, et j'ai vraiment aimé. Et puis je trouvais que la population là-bas, ils avaient une détermination dans le regard que j'avais pas trouvé ailleurs. Donc bref, en tout cas, donc c'était un court voyage. C'était vraiment pour on va dire commencer à découvrir. Et c'était un voyage qui était quand même porté sur la découverte à la fois de l'histoire d'Haïti, mais aussi avec commencer une introduction aussi à ce qu'est le vaudou. Et ça m'intéressait parce que je me disais, on nous dit que le vaudou c'est pas bien, etc., parce que c'est mauvais, etc. Sauf que si mes ancêtres pratiquaient ça, c'est que c'est pas si mauvais que ça, il y a forcément une explication. Et donc je voulais vraiment connaître davantage, et par moi-même, pas par les on-dit en fait. Je voulais moi-même aller voir. Et donc c'est ce que j'ai pu constater en allant à Haïti. Et donc en revenant, c'est par le biais d'une personne là-bas où j'ai dit non mais moi je veux continuer à découvrir ce que c'est. Je veux vraiment apprendre, me renseigner et le pratiquer. Et donc, on m'a orientée vers une mambo qui m'accompagne jusqu'à maintenant dans mon cheminement. Je ne dirai pas qui c'est. D'accord. Donc, vous avez écouté, téléspectateurs, un petit peu ces 2 récits de parcours qui semblent être similaires à la racine, mais qui prennent 2 chemins différents par la suite. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins que ces 2 parcours ont été effectués par 2 femmes qui ont l'air et qui sont déterminées. Donc, ça va me permettre de passer tout de suite à la deuxième étape, la prochaine étape de cette émission, qui parle du thème, donc revenir authentiquement à soi. Et dans le mot authentiquement, il y a authentique et il y a aussi authenticité. Donc, mesdames, vous avez fait chacune à votre manière un virage dans votre vie, notamment spirituellement. Florie qui nous a parlé de cette découverte du vaudou à travers Haïti et qui par la suite a voulu continuer cette découverte de la spiritualité vaudou, pardon. Et toi, Cynthia, tu as arrêté d'aller à l'église, tu es ouverte, tu découvres autre chose, et tu as même été au Bénin pour découvrir un petit peu la fête du vaudou et aussi leur manière de pratiquer, sans pour autant toi-même être pratiquante. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu ce que vous faites, mais pour comprendre d'abord ce que vous faites, il faut comprendre de quoi vous parlez. Donc, moi, je me suis promenée sur votre page Facebook, la page de votre association, et vous parlez d'authenticité. Alors, c'est vrai que c'est un mot qu'on emploie souvent dans la langue française, authenticité, authentique, mais j'aimerais que vous me dites, avec vos mots, qu'est-ce que l'authenticité ? Déjà, l'authenticité en tant que femme, l'authenticité en tant que femme noire, et l'authenticité en tant que jeune femme noire. Elle est dure l'interro ce soir. Alors, Cynthia. Merci à toi pour cette question. Je dirais que pour moi, l'authenticité, en fait, ça a été le fait de revenir à mon identité principale. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai grandi ici en Île-de-France. Mes parents sont venus assez jeunes de la Martinique. Et en grandissant en banlieue, quand on est noir et que c'est la norme d'être noir, on se confronte bien tardivement en fait à sa couleur. Moi, c'est après que j'ai appris que j'étais noire, que j'ai pris conscience de mon histoire. Et au moment où justement j'en ai pris conscience, ça a généré pas mal de colère en moi, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'incompréhension. Et du coup, pour moi, l'authenticité, c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre le temps de comprendre son histoire, de la connaître, de s'en imprégner. Et ensuite, justement, de se départir de toutes les couches qu'on a pu nous mettre par-dessus, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau culturel, etc. Vraiment de revenir à ce qui nous semble, pour nous, en fait, le plus naturel possible.
Donc parfois, à un moment donné, ça a commencé par la coupe de cheveux, voilà, de laisser tomber le défrisage. Après, ça a été justement d'aller sur le continent, parce que j'avais envie de voir par moi-même, en fait, au-delà des images qu'on montrait dans les médias, etc., voir qu'est-ce qu'était le continent africain, connaître les différentes cultures, aller à la rencontre de mes frères et de mes sœurs sur le continent. Donc vraiment, l'authenticité, c'est passé par différentes phases. C'est passé à la fois par la réappropriation de mon histoire, c'est passé à la fois par la réappropriation on va dire, mon identité capillaire, c'est passé aussi par le fait de poser les bonnes questions au niveau de la religion, ce qui me questionnait depuis longtemps, et de demander pourquoi telle incompréhension, pourquoi telle incohérence dans les écrits, et d'aller vers les personnes qui arrivaient à m'apporter ces réponses-là, à montrer que c'était beaucoup plus large que ce que j'avais pu imaginer jusqu'à présent. Donc vraiment, c'était vraiment ça pour moi, l'authenticité, c'était de laisser une porte ouverte à une identité qui est beaucoup plus naturelle, en tout cas, qui me semble pour moi vraiment plus proche de ce que je suis, en tout cas, en tant que femme noire qui a grandi dans cette société-là, en France en tout cas. D'accord. Florie? Alors, moi, à la différence de Cynthia, moi, très vite, en fait, je me suis retrouvée à, on va dire, confrontée à la question de ma couleur de peau, puisque moi, j'ai grandi effectivement en Île-de-France, mais là où je vivais, il y avait majoritairement, disons plutôt, je vais le formuler autrement, j'étais minoritaire. Mais très minoritaire, au point que sur un établissement scolaire de 800 élèves, on était 3 filles noires, et dans ma classe ou dans mon secteur, j'étais toute seule. Voilà, donc et puis j'ai souvent eu des remarques sur tout un tas de choses, mes cheveux, ma façon de manger, ma façon de danser, à tout un tas de choses, ou sur oui mais toi aux Antilles vous marchez pieds nus, vous avez pas de chaussures, vos maisons ils sont en bois ou en tôle, des choses comme ça. Donc moi j'ai grandi avec ça, et ça a fait que sans m'en rendre compte, je développais un manque de confiance en moi par rapport à ça, parce que je me disais mais je dois être bizarre. Voilà. Après, c'est quand j'ai voulu faire mes études, justement, où là j'ai fait le choix que, ma famille aussi habitait en banlieue, mais elle, comme Cynthia, là il y avait une majorité de population noire. Donc quand je venais en vacances là-bas, je me rendais bien compte du décalage que ça créait, et je me sentais beaucoup plus à l'aise. Limite, je passais inaperçue quand j'étais en vacances là-bas. Et ça me faisait du bien de voir qu'il y avait tout un tas de filles différentes ou de garçons différents qui avaient ma couleur et qui se portaient très bien. Et au contraire, c'était une fierté même. Et donc, j'avais décidé que pendant mes études, j'allais justement aller dans une banlieue où il y aurait plus de population noire. Et jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est ce que je fais. J'essaie de rester plus en contact avec ma communauté. Et c'est ce qui a fait que je me suis posé aussi des questions sur ma personne, en fait. Qui je suis, d'où je viens, quelle est mon histoire. Et c'est à la naissance aussi de mon fils. Et donc, il y a 10 ans de ça, quand je l'ai mis au monde et je l'ai regardé, et je me suis dit, s'il me pose des questions sur mon histoire, sur mais maman, pourquoi on parle de nous comme des anciens esclaves, etc., qu'est-ce que je vais lui répondre? Et là, je me suis dit, je peux pas rester sans pouvoir lui répondre. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions, à vouloir rechercher. Et puis, la rencontre avec Cynthia, puisqu'on a travaillé ensemble, la rencontre avec Cynthia, ça a propulsé les choses. Ça fait que quand on s'est retrouvés, elle et moi, c'était comme si c'était logique qu'on soit ensemble. Et elle avait fait elle était beaucoup plus en avance en termes de recherche, etc. Qui fait que les questions que je me posais, elle commençait à me donner des éléments de réponse. D'accord. Ça a attisé ma curiosité, qui fait qu'après j'ai recherché. Mais j'ai commencé par ce que j'aime en fait. C'est ça, parce que souvent on me pose la question. Ouais, mais moi aussi ça m'intéresse, mais je sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur son histoire. J'ai envie de dire sur tous les aspects de sa vie, même le plus petit qu'il soit, voire le plus grand aussi. Donc moi j'ai commencé par des choses qui m'intéressaient, par exemple mes cheveux, parce que j'en avais marre de me défriser, je trouvais que c'était très fade, c'était très plat, et ça m'allait pas. Alors je dis pas que les personnes qui se défrisent c'est pas bien, hein, mais moi ça me moi ça me convenait plus, parce que je me trouvais pas assez dynamique quand j'avais mes cheveux tout plats. Et donc j'ai commencé par lire des choses par rapport aux cheveux. Et ensuite j'aimais beaucoup la musique, et donc j'ai commencé à lire des choses autour du gros cas. Et ainsi de suite. Et en fait, j'ai vraiment commencé par ce que j'aime,
pour ensuite, au fur et à mesure, creuser. Et plus je découvrais des choses sur mon histoire, sur ma culture, etc., plus j'avais envie de creuser davantage. Et donc, on a commencé à aller avec Cynthia à des conférences, à rencontrer un tas de personnes, et là, ça a été l'explosion, quoi. Et donc, pour moi, authentique, c'est ça, c'est-à-dire partir de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on sait de soi, et aller découvrir qui on est véritablement. Et ça veut dire que ça nous amène à la fois sur soi, qui on est, c'est-à-dire quelle est notre personnalité, quel est son genre, qu'est-ce qu'on aime ou pas faire, voilà. Déjà, commencer à s'aimer soi, et ensuite, par rapport à son histoire, comment introduire son histoire, et on se rend compte que l'histoire, elle est quotidiennement, constamment dans sa vie. Et donc, se réapproprier tout ça. Pour moi, c'est ça, être authentique. D'accord. Merci Florie. Je vous ai écouté toutes les deux. C'est vrai que vous avez parlé un petit peu de votre parcours. Maintenant, moi, je me base un petit peu, je me mets un petit peu à la place des téléspectateurs. Et c'est vrai que des fois, ce qui peut faire peur aux gens, je pense que vous avez eu déjà ce type de questionnement. Ce qui peut faire peur aux gens, c'est le changement. Oui. Est-ce que revenir à l'authenticité ou est-ce que être authentique, c'est forcément passer par la case arrêter de ou ne plus faire ou faire ceci. Là notamment on parle, tu as parlé du défrisage, il y a des gens peut-être comme moi qui se défrisent les cheveux, moi je le dis, je l'assume mais je m'en cache pas, hein. Pas parce que je veux me faire passer pour une blanche du tout, c'est parce que j'aime ça, les coiffures que j'aime me faire, elles sont bien quand j'ai les cheveux du moins assouplis. Voilà, il y a des gens peut-être qui sont pas prêts à se dire non, je peux me défriser les cheveux ou je peux me faire des tissages. Moi, je suis pas une défenseuse des faux cheveux. J'en porte presque pas, pour dire la vérité. Mais il y a des gens qui aiment. Est-ce que être authentique ou la personne qui pense qui pense faire le cheminement pour revenir à son authenticité, est-ce qu'il faut qu'elle se mette en tête qu'elle devra arrêter les faux cheveux, elle devra arrêter les défrisages, arrêter de s'habiller de telle manière, ou là des gens, vous n'avez pas parlé de ça vous, mais il y a des gens qui parlent même de type de tenue, ne plus s'habiller à l'occidental, mettre des tissus, on va dire, plus locaux, plus des tissus plus endogènes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, mesdemoiselles? Enfin, je sais pas. Allez-y. Je pense que justement, c'est un cheminement qui est vraiment personnel, qui est propre à la personne. Pour Florie, ça s'est manifesté d'une façon, pour moi d'une autre. Et je pense que l'authenticité, c'est vraiment ça, c'est de trouver ce qui est bon pour chacun, trouver la vérité de chacun. Il y a le grand frère Amadou Ampateba qui disait que la vérité, c'est ce qu'il y a au centre entre ma vérité et ta vérité. Donc, nous, ce qu'on prône à Afrotantica, c'est vraiment cette idée-là, c'est qu'on se réunit, peu importe la manière dont on matérialise les choses. Et pour certaines, ça va être de repasser par le retour au naturel. Pour d'autres, ça va pas être ça. Et même ça, on l'accepte en fait. Justement, ce qu'on souhaite, c'est qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus tolérant dans nos façons de nous appréhender dans cette communauté. Et pour le coup, voilà, ça peut ne pas passer par les cheveux. Moi, c'est passé par là parce que voilà, j'en avais marre du défrisage et que je voulais apprécier en fait de nouveau parce que ça avait été quelque chose qui avait été beaucoup dénigré, le cheveu africain. Donc je voulais retrouver justement la texture, réapprendre à aimer mon cheveu. Et pour moi, ça faisait partie justement d'une des étapes pour m'aimer davantage. Mais pour d'autres femmes, d'autres personnes, ça va se manifester totalement différemment. Ça va être par les tenues. Il y en a certains qui reviennent, excuse-moi de t'interrompre, il y a certaines personnes qui reviennent à l'authenticité en passant par la nourriture. Oui. Aussi. Est-ce que ça vous concerne? Des gens qui arrêtent de manger chimique, la nourriture transformée, ou qui mangent plus d'aliments locaux, ou plus de plats locaux Alors, c'est comme disait Cynthia, c'est-à-dire que, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on pense les choses à Afrotantica, c'est-à-dire qu'on part du principe que qu'est-ce qui me convient? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a cette question de l'alimentation, le fait de faire attention à ce qu'on mange, etc. Il y en a d'autres qui vont prôner le fait de manger cru, d'autres qui vont prôner le fait d'arrêter de manger tout ce qui est viande, etc. Sauf qu'on a une composition propre à chacun. C'est-à-dire que si toi, tu arrêtes de manger cru, et que tu manges... si toi, tu manges cuit et tu manges pas cru, peut-être que ta composition fait que tu vas plus accepter les choses qui sont cuites et pas les choses qui sont crues, parce que ça va faire que ton corps va mal réagir en fonction de telle ou telle chose. Il y a des personnes, elles peuvent manger de la viande rouge, ça leur pose pas de problème, au contraire, elles sont bien. Dès qu'elles arrêtent d'en manger, elles se sentent fatiguées, etc.
Il y en a d'autres, au contraire, dès qu'elles mangent un peu de viande rouge, elles commencent à avoir des boutons, des choses comme ça, elles se sentent pas à l'aise, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on prône à Afro-Authentica, c'est la connaissance de soi en fait avant toute chose. C'est-à-dire qu'avant de faire des choix, vous allez entendre tout un tas de choses en fait, de tout un tas de personnes, de même des experts. Et bien sûr que chacun a raison, puisque comme l'a dit Cynthia, chacun a une vérité. Et c'est l'ensemble des vérités qui font la vérité du monde en fait. C'est la diversité de ces vérités-là qui forment le monde. Donc oui, mais en fait, il faut vous situer dans ça en fait. C'est-à-dire vous êtes qui? Et ça, personne d'autre que vous-même peut vous dire qui vous êtes. Et donc faites les choses parce que vous vous sentez bien en le faisant. Et pas parce qu'on vous a dit qu'il faut les faire. Nous, à Afro-Authentica, ce qu'on prône, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est pas parce qu'on nous a dit de le faire. Au contraire, c'est parce qu'on a estimé que nous, on se sent bien comme ça. Et c'est comme ça qu'on a envie de transmettre aux personnes qui viennent nous voir. Et ça fait que, oui, même si nous, on est retourné au naturel parce que c'est parce que ça nous parlait. Nous, le naturel nous parlait. Ça résonnait en nous. On savait qu'il fallait retrouver nos cheveux. Nous, ça nous parle. Mais on a des amis qui sont pas du tout, qui sont soit défrisés, soit qui ont des tissages, etc. Et ça nous pose aucun souci. L'important, c'est comment elle se sent, la personne. C'est ça qui compte, en fait. En fait, c'est comme, si je peux dire un peu comme ça, c'est trouver sa propre vérité, en fait. Ouais. Voilà, chacun a sa vérité dans laquelle il se sent bien. Ok. Pour revenir à l'authenticité, pour être authentiquement soi, et quand on vous entend, et je pense que les téléspectateurs aussi ont pu le remarquer, il faut être déterminé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des femmes ou des hommes qui veulent, mais qui n'ont pas la force ou qui sont un petit peu, comme je dis, molokoi, comme on dit en Haïti. Ils sont un peu molokoi, ils sont un petit peu mololo. Donc, est-ce que c'est la condition sine qua non pour retourner à son authenticité, c'est d'être déterminé ou d'être autodéterminé? Et si ce n'est pas une condition sine qua non, comment la personne peut faire pour revenir à son authenticité, même sans détermination? Cynthia. Tu as parlé d'autodétermination et c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle dans le sens où on part du principe que justement être autodéterminé, c'est à partir du moment où il n'y a plus d'influences extérieures qui nous conditionnent et qui nous font prendre une certaine voie. Mmh. Donc pour ça, je pense qu'en effet, il faut un accompagnement. On ne peut pas forcément le réaliser seul. C'est pour ça que autant le cheminement spirituel est personnel, mais il n'est pas solitaire. Et c'est un peu ce qu'on prône, c'est qu'en le faisant ensemble, on va pouvoir trouver les voies justement pour avancer, y arriver. Je dirais que, comme on l'a dit, hein, l'idée c'est d'être soi. Et la détermination, ça peut se créer aussi. À la rencontre justement de la communauté, quand on voit la force, le potentiel de ce qui existe chez nous, de fait, ça donne une détermination. Et on l'a vu, en tout cas, on en a eu les résultats des personnes qui sont venues à nos événements, qui s'intéressaient pas forcément à l'histoire de la communauté, à ce qui se passait dans l'actualité, ce qui se faisait en région parisienne. Le fait d'être au contact d'autres frères et d'autres sœurs, ils se sont intéressés, ils ont commencé justement à avoir un autre rapport à la communauté, à commencer à suivre l'actualité, à s'abonner à certaines pages, à se rendre à certains événements, à créer des synergies entre eux. Et en fait, je pense que la détermination, elle peut aussi venir au fur et à mesure. Tout dépend du contexte dans lequel on évolue ensemble. Mais elle est nécessaire quoi qu'il arrive. Je pense que elle en fait partie. Je pense qu'à un moment donné, oui, il faut avoir un minimum de détermination pour avoir envie de continuer les étapes petit à petit. Mais c'est pas uniquement ça qui fait qu'on rentre dans un chemin pour revenir à soi. Tu as dit, en commençant ta réponse, qu'il est nécessaire pour revenir authentiquement à soi ou pour être vraiment déterminé, d'être détaché de toute influence. Quelqu'un qui est dans une religion dite révélée, donc quelqu'un peut-être qui est musulman ou quelqu'un qui est chrétien, est-ce qu'il a la possibilité de revenir authentiquement à soi tout en ayant ces dogmes en fait, qui lui sont imposés par la religion? Et s'il les a, comment vous pouvez travailler avec cette personne-là? Parce que si j'ai bien compris, vous faites un encadrement pour être authentique. Florie. Je donne les interros. Alors en fait, nous, comment on travaille avec les personnes, comment on les accompagne, comment on les amène à se trouver, on va dire ça comme ça. Déjà, à partir du moment où les personnes viennent vers nous, déjà, c'est qu'il y a une démarche. D'accord ? Donc,
de ce fait, c'est déjà, il y a un pied qui est mis. Après, comme l'a dit Cynthia, ça veut dire que les gens vont venir, ils sont pas déjà dans des recherches, moi je suis à fond dans, je suis Camille, ou je ne sais trop quoi, pas du tout. D'ailleurs, la plupart des personnes, c'était notre public premier, d'ailleurs, c'était les personnes qui justement se posent pas la question. D'accord. Et c'est ça qui nous a intéressés. Et en fait, justement, ils se posent pas la question, donc ils n'ont pas cette détermination à vouloir le savoir à tout prix. Ils se posent juste la question de vous me parlez de ça, de quoi ça parle? Et donc, on leur montre tout simplement par des éléments du quotidien, des thèmes qu'on peut tous rencontrer à un moment donné, que finalement, tu vois bien que, regarde, ça te touche aussi. Donc c'est ça en fait. Et la détermination, comme l'a dit Cynthia, elle va venir au fur et à mesure en fonction de ce que tu vas y trouver. C'est-à-dire que si ce que tu trouves t'intéresse, te parle, résonne, automatiquement tu vas être déterminé à vouloir en savoir plus. Et ça, peu importe le domaine que tu fais. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre au fait d'être noir ou pas. C'est juste le fait que si j'aime quelque chose, forcément, je suis plus en mouvement, je me mets plus facilement en action pour pouvoir faire la chose qui me plaît, tout simplement. D'accord, mais est-ce que vous pensez, par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous pensez du coup pour revenir authentiquement à soi, il faut passer par la case changement de spiritualité? Du moins, si on est dans une religion dite révélée, est-ce que les gens qui vous suivent, en fait, que vous encadrez, est-ce que ce sont des gens qui sont dans des religions dites révélées, ou ils se sont déjà, comme tu as dit, Cynthia, détachés, ou ils font les deux et ça leur va? Ou est-ce que vous préconisez, vous donnez pas d'ordre, mais est-ce que vous conseillez ou vous voyez qu'il y a un meilleur résultat chez les personnes qui ont déjà changé de spiritualité ou qui sont en plein changement de spiritualité? Je dirais que le parti qu'on a pris, c'était vraiment de laisser la porte ouverte à la communauté dans sa différence pour montrer que justement on est capable de se rassembler, de s'unir malgré ces différences-là. C'est-à-dire qu'au départ, en plus, nos premiers événements, on a accueilli des musulmans, il y a eu des catholiques, il y a eu des kémites, et ils se sont rendus compte qu'à ce moment-là, c'est pas tant les questions de religion dont on parle, c'est plus comment on se sent, comment on vit les choses, comment on vit l'actualité, le rapport à l'argent, les relations hommes-femmes, etc. Et c'est par ce biais-là qu'ensuite on a pu aborder d'autres questions et entrer davantage dans la spiritualité. Et c'est pas forcément, c'est pas une obligation d'en parler dans nos événements. En fait, c'est venu naturellement. D'accord. C'est qu'en permettant un contexte où les gens se sentent bien, où ils peuvent s'exprimer, ils se sentent pas jugés par rapport à justement leur religion, ou dans d'autres mouvements on leur dit que c'est interdit de se mélanger. Là, le fait de les accueillir entre guillemets, ça permet d'accéder à ces questions. Mais vous en parlez pas par stratégie, ou vous en parlez pas parce que n'a pas besoin d'en parler? Alors, on en parle. D'accord. On a même fait plusieurs fois des causeries, on a même fait une conférence. On a fait 2 conférences sur une par année sur ce thème-là, la spiritualité. Okay. Parce que et là, on n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est ce qui fait que c'est intéressant à Afro-Authentica, c'est que même nous, comme on a des parcours différents, et un positionnement aussi différent par rapport à ça, c'est pour ça aussi qu'on peut accueillir autant de personnes différentes, parce que on a cette volonté, cette tolérance, cet amour pour la communauté, et donc peu importe qui il est, notre priorité c'est l'union avant tout. Mais moi, par exemple, j'estime que depuis mon cheminement spirituel, je vois à quel point ça apporte des dimensions supplémentaires à la connaissance de soi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le côté, c'est un peu à la mode, développement personnel, donc oui, ça apporte un certain niveau de connaissance de soi. Mais moi, je vois que le côté spirituel apporte une dimension supérieure. C'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut lire et entendre à ce sujet-là, le fait de s'intéresser à la spiritualité, ça fait que ça amène d'autres dimensions et on creuse plus en profondeur. Et en fait, on va découvrir l'être plutôt que la personne et la personnalité physique. On découvre l'être et donc, en tout cas pour ma part, depuis que je suis dans mon cheminement, ça m'a apaisé, ça m'a apporté beaucoup d'harmonie, que ce soit pour moi-même, ma façon de me voir moi, voir mon entourage, mes amis, ma famille, mon travail, même le monde entier en fait. C'est ça qui
qui permet de prendre de la hauteur et de sentir encore mieux dans ce monde, en fait. Donc oui, on va pas obliger les gens à le faire, parce que nous, on n'est pas là pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que moi, je dirais que si vraiment vous voulez savoir qui vous êtes, au bout d'un moment, la question de la spiritualité va se poser obligatoirement. Même quand si vous faites vraiment du développement personnel, à un moment donné, la question de la spiritualité se pose d'office. D'accord. En tout cas, c'est intéressant de voir un petit peu deux personnes qui travaillent ensemble et qui ont des cheminements différents. Et c'est important aussi pour nos téléspectateurs parce que certaines personnes se retrouveront ou s'identifieront à Cynthia et d'autres personnes s'identifieront à Florie parce qu'il y a des gens, c'est vrai, comme je l'ai dit, qui font ce retour à l'authenticité en passant par la case spiritualité et d'autres personnes passent par la case communauté, découverte de soi et ils se retrouveront plus en Cynthia. Donc c'est tout pour la première partie de l'émission Minokan. On va faire une petite pause, mais avant la pause, je tiens à remercier Estella Jewelry pour les bijoux qu'elle me prête. Merci Estella. Vous pourrez la contacter au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et bien sûr, je le cite pour ceux qui n'ont pas trop des lunettes. Au cas où le numéro ne s'affiche pas, c'est le 07 53 67 51 97 07 53 67 51 97. On revient tout de suite avec la deuxième partie de l'émission Minokan. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Nous voici de retour avec notre rubrique Cherchez qu'on est. Cherchez qu'on est, c'est une rubrique à travers laquelle on apprend quelque chose sur la spiritualité, sur le vaudou, sur l'ésotérisme ou tout simplement sur la vie en général. Ce soir, dans Cherchez qu'on est, je vous ai réservé un objet, on va dire un endroit sacré dans le vaudou. Donc cet endroit sacré, c'est un endroit, c'est un lieu, un objet, une place qui fait partie du temple. Ce soir, nous allons parler du potomitan. Qu'est-ce que le potomitan? Si on fait la traduction linguistique en français, le potomitan veut dire le poteau central. Ok? Donc le potomitan, c'est une partie du temple vaudou, d'une partie du péristyle. Le potomitan, c'est l'axe central du temple. Le potomitan, c'est l'endroit à travers lequel les vaudouisants se retrouvent pour prier, pour invoquer les esprits, également pour faire des sacrifices. Parce que oui, il y a des sacrifices dans le vaudou. Mais le potomitan n'est pas seulement cela. Le potomitan, avant tout, c'est un symbole et c'est une porte. Vous vous rappelez, j'ai parlé dernièrement des bougies. Quand on allume une bougie, c'est une porte qui relie l'astral au visible. Eh bien, le potomitan est aussi une porte. C'est une porte qui se trouve dans le péristyle, dans le temple vaudou. Et cette porte, c'est l'accès qui va nous permettre, c'est l'accès. La porte, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au monde invisible. C'est à travers ce potomitan qui symbolise la porte que les esprits montent et descendent. Le potomitan n'est pas seulement cela. Au-delà d'être une porte dans le temple, c'est aussi une porte en nous, en vous. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Mambo Rosmi? Elle dit que le potomitan, c'est une porte en nous. Oui, nous avons tous un potomitan. Le potomitan, même techniquement parlant, dans ceux qui pratiquent la construction, l'architecture, le potomitan, c'est le poteau qui soutient. Il soutient la bâtisse. On l'appelle souvent aussi le poteau porteur. Mais spirituellement, on dit c'est un potomitan, c'est le poteau central. C'est sur ce poteau que réside la bâtisse. Et dans le vaudou, spirituellement, le poteau, c'est l'axe central spirituellement du péristyle. Vous l'avez en vous. Ce potomitan se matérialise en nous à travers notre colonne vertébrale, la colonne vertébrale, qui est l'axe central de notre corps. Et cette colonne vertébrale est également une porte. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Mambo Rosmi? Elle est fatiguée. Non, je ne suis pas fatiguée, c'est une porte. Car à travers cette colonne vertébrale, vous avez votre glandes endocriniennes. Et les glandes endocriniennes sont des portes
à travers lesquels les canaux d'énergie passent. Canaux d'énergie que nous appelons aussi chakras. Vous entendez parler des chakras dans le bouddhisme, dans l'hindouisme également. Eh bien, les chakras sont des canaux d'énergie. Alors, les canaux d'énergie passent le long de notre colonne vertébrale. Et c'est à travers ces canaux d'énergie que nous avons cette force vitale, cette force mystique. Certains vont l'appeler intuition, certains vont l'appeler sixième sens. Eh bien, elle s'appelle tout simplement cette force vitale. Dans le bouddhisme, on l'appelle le serpent de feu. Dans le vaudou, on l'appelle Dambala. Dambala qui prend vie en nous et qui nous donne cette force vitale, spirituelle, mystique et qui nous permet de nous élever spirituellement, qui nous permet de nous élever mystiquement et qui nous permet de nous élever astralement. Aïe Bobo. Donc vous avez tous un potomitan en vous. Quand nous allons dans le péristyle, c'est pas que nous sommes des fous, que nous sommes des démoniaques et qu'on se met autour d'un poteau qui n'a aucune valeur. Ce poteau, mitan, nous symbolise nous. De la même manière où on voit le serpent, comme vous avez vu sur l'image, le serpent qui entoure le potomitan, vous avez cette force qui entoure votre colonne vertébrale. Et le jour où vous n'avez plus de colonne vertébrale, vous n'êtes plus homme. Regardez, dans notre tradition linguistique, on dit quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de morale, on dit « Ah, il n'a pas de colonne vertébrale ». Donc c'est la base de tout, notre colonne vertébrale et notre potomitan. Dans le vaudou, nous avons ce potomitan. Quand nous nous réunissons et que nous voulons invoquer les esprits, nous voulons invoquer les entités, ou nous saluons tout simplement les lois, après avoir salué les tambours, nous allons directement au potomitan. Parce que c'est de là que cette force vitale qui se matérialise en nous aussi, se matérialise dans le monde invisible. Aïe Bobo, on retrouve à Minokan. Merci. Aïe Bobo, nous voici de retour dans Minokan avec nos invités Cynthia Mapenzi, Florie Runor pour le thème de ce soir, revenir authentiquement à soi. On a vu lors de la première partie Florie, Cynthia qui nous ont parlé de leur parcours, qui nous ont parlé également de ce qu'est selon elles l'authenticité, de ce qu'est selon elles la détermination ou l'autodétermination pour revenir à cette authenticité. Elles nous ont un petit peu expliqué, elles ont survolé la manière dont elles travaillent, comment elles accueillent les gens et qu'elles sont bien sûr tolérantes et ouvertes à toutes les spiritualités qui sont pratiquées par les personnes qui les suivent. On va rentrer un peu plus en détail en deuxième partie pour savoir qu'est-ce qu'elles font exactement, quelle est leur structure, c'est pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que ça peut nous apporter et pourquoi elles font ça tout simplement. Aïe Bobo, alors on va revenir tout de suite à vous mesdames et je vais vous demander de nous parler un petit peu plus en détail de ce que vous faites. Donc plusieurs fois Florie, tu as parlé de Afrotantica, donc j'ai pas voulu en parler parce que je vais vous laisser en parler. Je pense que vous serez mieux placé que moi pour parler un petit peu d'Afrotantica. Qu'est-ce que Afrotantica? Pourquoi le mot afro? Est-ce que c'est sectaire? Est-ce que c'est communautaire? On veut savoir. Allez-y, à vous. Alors, Afrotantica, déjà la signification. Effectivement, c'est afro en référence aux afrodescendants, à l'Afrique surtout. Afrique dans le sens où on est tous africains de base. Voilà. Authentique, c'est la volonté que l'on a à vouloir être le plus authentique possible. Et le ka, c'est par rapport au tambour, au ka et à la voix des ancêtres en fait. Et la cadence qu'on peut se donner pour pouvoir atteindre justement notre objectif. Et donc ça donne Afrotantica. Ce nom-là, on l'a eu parce que ça a été une évidence pour nous. Ça marque un peu notre objectif, notre mission, notre but. Et donc, c'est à partir de là qu'on a créé Afrotantica. Donc, officiellement, Afrotantica, c'est une association qui est officielle depuis janvier 2019. Voilà. Et Afrotantica, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des causeries. Donc oui, ça fait 2 ans qu'elle existe, l'association, mais on avait commencé nos activités 1 an auparavant. Donc ça fait 3 ans qu'on reçoit des frères et des sœurs d'Île-de-France, parfois qui viennent de plus loin aussi, nous rendre visite. Et les causeries, en fait, on a repris ce modèle-là pour rassembler la communauté. Avoir des moments comme quand aux Antilles, les femmes discutaient à la rivière, comme
quand sur le continent, on voit qu'il y a l'arbre à palabre, ben, c'est un peu cette idée-là, c'était de se dire, on va se réunir pour parler et mettre de la valeur sur la parole. On sait on a une science faite d'oralité et on a voulu mettre de la valeur là-dessus. Permettre à la communauté de parler, de délivrer ses émotions, parce qu'on se disait aussi que le linge sale, entre guillemets, se lave en famille, et que pour éviter que ça déborde sur les réseaux, etc., ben, voilà, on va recueillir cette énergie-là, recueillir cette émotion, la transformer, la transcender, en faire quelque chose de bon pour pouvoir construire ensemble, en fait. Construire ensemble autre chose autrement. Donc les causeries sont nées de cette idée-là, de rassembler la communauté, peu importe ses convictions politiques, etc., mais voilà, vraiment, venez échanger. Donc on organise des causeries une fois par mois, voilà, des discussions avec différents thèmes d'actualité. D'accord. En fait, compte, si j'ai bien compris, donc du coup, Afrotantica est destiné à tout le monde, même ceux qui sont pas noirs ou essentiellement les noirs. Alors, Afrotantica, c'est destiné à la population noire du monde. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que les autres populations nous intéressent pas. C'est juste que nous, on a décidé de commencer à aborder les choses par ceux qui nous ressemblent, les nôtres, et donc la population noire, tout simplement. Après tout, chacun a droit de prendre les choses par une porte. Et nous, on a décidé de prendre cette porte-là, en fait. Et donc, oui, on a cette volonté, en tout cas, que les causeries soient vraiment à destination de la population noire, pour vraiment laisser cet espace-là aux frères et sœurs de la communauté, du peuple, pour pouvoir s'exprimer. Et ce qu'on veut, c'est qu'on va aborder tous les thèmes de notre vie, et à chaque fois de l'entendre de la bouche des médias, d'autres personnes ou d'autres communautés qui parlent de nous, on s'est dit non, cette fois-ci, on va parler de nous-mêmes. Et dire ce qu'on pense de nous-mêmes et comment on voit les choses en fait. Et pas à chaque fois à travers ce qu'on raconte de nous. Mais vraiment, cette fois-ci, on se positionne nous et on dit, ok, qui on est. Et on prend différents thèmes et on aborde ça pendant 2 heures en causerie. Est-ce que dans Afrotantica, il y a des hommes ou est-ce que c'est uniquement destiné aux femmes ? Non, on reçoit aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la première saison, on a commencé uniquement avec des femmes, un petit groupe de femmes, et que là, la tendance est inversée. Actuellement, c'est plus 60% d'hommes, 40% de femmes. D'accord. Il y a plus peut-être qu'ils viennent parce que vous êtes belle aussi, on ne sait pas. Hein. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs un petit peu des exemples de travail que vous faites, qu'est-ce que vous faites dans Afrotantica ? Parce que là, on a parlé, oui, de la communauté arbre à palabre, causerie, mais qu'est-ce que vous faites exactement ? Est-ce que c'est juste une petite partie, on amène du thé, du café, de la boisson, et on discute, ou vraiment il y a un travail un petit peu plus profond que ça, un travail un peu psychologique, je dirais ? Alors en fait, nous, quand on a essayé de faire les causeries, d'accord, ou l'uti-causé qu'on disait aux Antilles, etc., au groupe de parole qu'on peut entendre en France ici, c'est parce que nous, en tout cas de notre profession, en tout cas assistante sociale par exemple, on avait les groupes de parole. Et les groupes de parole, on réunit des personnes qui auraient a priori les mêmes problématiques et on les fait échanger sur cette problématique-là pour que eux-mêmes puissent trouver des solutions. Donc à Afrotantica, on a repris ça. Avec l'idée des causeries, avec toute la dimension ancestrale que ça comporte. Donc oui, c'est la libération de la parole, comme l'a dit Cynthia, mais c'est pas seulement. Puisque, comme on l'a dit, notre but à nous, c'est d'unir la population. On veut surtout mettre l'accent sur ce qui nous assemble, ce qui nous unit, plutôt que ce qui nous différencie les uns des autres. Parce que ce qui nous différencie, oui, juste à brancher la télé, à regarder un peu Facebook ou un journal, et on a toutes les différences. Maintenant, on parle très peu de ce qui nous rassemble, en fait. Et donc, à Afrotantica, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi que ce soit à destination du peuple noir, mais peu importe d'où il vient. Donc, on a des personnes qui sont issues du continent, voilà, et des personnes qui sont de la Caraïbe. Oui, après là, ça commence à se diversifier, on en a un petit peu de partout. Donc ça, c'est très bien, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans les causeries, donc il y a un thème, il y a des questions, et là, on laisse libre cours à leur... c'est eux qui décident comment va être la causerie, en fait. On leur impose pas un discours particulier. On pose des questions et les questions sont ouvertes. Après, chacun dit ce qu'il pense en fonction de ce qu'il est, de son expérience, de ce qu'il a envie d'en dire à ce moment-là. Et la plupart du temps, c'est que quand les personnes commencent à échanger, elles se rendent compte que
ah mais moi aussi quand j'étais petit je faisais ça. Ah mais je savais pas, vous aussi? Ah bah oui, nous ça s'appelle comme ça. Ah bah nous ça s'appelle comme ça. Ah bon, et comment vous faites? Bah nous on utilise ça. Ah bah nous on va plutôt utiliser ça. Ah bah c'est marrant parce que nous on utilise ça pour ça. Et en fait c'est comme ça aussi qu'on apprend à se découvrir et surtout ce qui a marqué, ce qu'on nous a fait, on a fait pas mal de retours là-dessus, c'est ah mais en fait on se ressemble beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que même si on a des kilomètres qui nous séparent, finalement, dans la pratique, on a tellement de similitudes, beaucoup de choses. Et même dans notre vécu où on pense à un moment donné, on peut penser, parce qu'on a eu des personnes comme ça qui nous ont dit, et c'est d'ailleurs de ça aussi on est parti de ce postulat, de ce constat-là, c'est quand on a fait des questionnaires à destination de nos familles ou nos amis au début, pour commencer Afrotantica, pour un peu recueillir leurs impressions, les gens se sentaient un peu seuls. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a envie de s'interroger sur son histoire, etc., on a peur qu'à un moment donné on se retrouve seul, ou peur d'être pas compris, ou peur de se retrouver en marge ou de devenir un terroriste, parce que j'ai eu ça aussi, on m'a dit ah mais tu vas devenir une terroriste. Donc les gens peuvent avoir peur de ça, et en fait par le biais des causeries à Afrotantica, déjà tu découvres que tu n'es plus seul et que bien au contraire il n'y a pas que toi qui penses ça, on est beaucoup à penser la même chose. Et que justement, à partir du moment où on est beaucoup à penser la même chose, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et en fait, il y a beaucoup de choses qui émergent des causeries. C'est pas juste on parle, on rentre chez soi, c'est on parle, on se découvre soi, on découvre les autres, on découvre sa communauté, on découvre son peuple, et surtout on amène petit à petit des solutions. Et on a eu des mamans parce qu'on accueille aussi des enfants, hein, parce qu'au début c'était que pour les adultes, et finalement on a ouvert un espace pour les enfants. C'est-à-dire que pendant qu'on fait les causeries avec les adultes, les enfants sont accueillis à côté avec une équipe enfance qui fait des activités avec eux, etc. Et donc les mamans nous disaient, mais franchement, c'est super intéressant parce que je me sens moins seule. Ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe pour moi, en fait, et de me positionner par rapport à tout ce qui peut se passer autour de moi, que des fois j'avais un peu de mal à comprendre, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fais ça. Et même par rapport à l'éducation de mes enfants, en fait, ça me donne la force pour pouvoir savoir dans quelle direction j'allais éduquer mes enfants, sachant que c'est super important. Et en fait, voilà, il y a plein de gens, et puis il y a d'autres personnes qui ont tout simplement dit, on a eu des retours comme ça, c'était oui, mais moi, quand au travail ou à l'extérieur, on va me faire des remarques sur ma communauté, etc., en disant qu'on n'a rien inventé, qu'on n'a pas d'histoire, etc. Généralement, je ne sais pas quoi dire. Parce que soit je connais pas trop l'histoire et donc j'ose pas trop me prononcer, ou tout simplement j'ai peur de demander mon avis parce que j'ai peur qu'on me traite de communautaire, de sectaire, ou de qu'on me donne une étiquette. Et en fait, quand ils viennent dans les causeries, ça apporte des éléments de réponse, en fait, parce qu'en fait, comme on a les différents points de vue des personnes qui sont présentes, là maintenant on a à peu près une vingtaine de personnes par causerie, alors qu'on avait commencé à 6, maintenant on a une vingtaine, donc ça fait quand même 20 points de vue différents. Et 20 opinions différentes, mais tout en étant les mêmes, en fait, qui partent de la même base. C'est juste qu'on aborde le même point de vue sous différents aspects en fonction de différents retours qu'on a. Et ça fait que quand on sort de là, on ressort de là en ayant réfléchi à la question sur tellement d'aspects qu'on ne pensait même pas. Et c'est ça que les gens apprécient les causeries pour ça, en disant moi ce que j'aime bien, c'est que quand on vient dans les causeries, on apprend tellement de choses. Et ça nous permet de voir les choses différemment. J'aurais pas pensé cet aspect-là, mais le fait que tu me le dises, maintenant je comprends pourquoi des fois certains réagissent comme ça que je comprenais pas. Ça permet aussi une tolérance aussi vis-à-vis des frères et sœurs qu'on croise dans la rue avec des réactions. On se dit plus ah oui, mais lui c'est un aliéné, comme on peut entendre souvent. C'est il a certainement une autre façon de penser la chose. C'est tout. Quel type de causerie vous faites par exemple ? Alors, on a abordé pas mal de sujets en 3 ans. On a abordé le rapport à l'argent, on a parlé spiritualité aussi, on a parlé des relations hommes-femmes, on a parlé de la transmission aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui nous importe énormément. C'est pour ça qu'on a justement choisi de dédier un espace pour les enfants et qu'on accueille à la fois des enfants donc assez jeunes, jusqu'à, dernièrement, on a eu des personnes de plus de 60 ans. Donc, on tient vraiment à cette transmission intergénérationnelle, parce qu'on avait le sentiment qu'à un moment donné, il y avait une déperdition dans ce que les anciens connaissaient et que nous, on a oublié. Donc, pour réinstaurer un peu tout ça, voilà, on a permis à on limite pas en termes d'âge. Donc, même s'il y a des personnes de plus de 100 ans, elles sont les bienvenues aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. J'ai l'impression, en vous écoutant et en me mettant un peu à la place des téléspectateurs, j'ai l'impression, en fait, que vous faites comme si vous faites un pont, en fait. Vous faites une transition entre la personne, peut-être, qui
commence à se poser des questions, qui désire revenir à son authenticité et qui a peur peut-être du vaudou, qui a peur de la spiritualité à cause de tout ce qu'elle a entendu. Oui, les Noirs, ils vont te manger, ils vont te jeter un sort, etc. Et quand je vous écoute, c'est comme si vraiment vous faites ce pont-là entre les gens qui pensent de cette manière-là et peut-être les vaudouisants ou les gens qui sont dans la spiritualité ancestrale ou ceux qui sont déjà dans l'authenticité pure. Est-ce que vous vous considérez, entre guillemets, un peu comme des psychologues? Parce que j'ai l'impression que les gens qui viennent à Afro-Authentica, dites-moi si je me trompe, c'est des personnes quelque part qui se cherchent, qui sont perdus, ou des fois qui viennent avec des blessures qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être intellectuelles par rapport à leur histoire, la méconnaissance de leur histoire. Et c'est comme si vous êtes un petit peu des infirmières, excusez-moi le terme. Des infirmières, vous venez avec votre bistouri, vos aiguilles, vos pansements, et vous les aidez en fait à guérir de ces choses-là. J'ai posé 2 questions en une, allez-y, prenez la parole. Pour répondre un peu à ce que tu disais, c'est que déjà psychologue non, parce qu'on est assistante sociale toutes les 2 de formation, donc on tient vraiment à respecter la profession des uns et des autres. Mais en effet, il y a l'idée de guérison derrière tout ça. Parce que libérer la parole, ça a un impact beaucoup plus important que ce qu'on pense. Donc on met vraiment beaucoup de valeur là-dessus. Après, est-ce qu'on est infirmière? Je pense pas, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de guérison. Bon, guérison, infirmière, voilà. Ça va un peu ensemble. Quand j'ai infirmière, c'est dans le côté moral, on va dire. Voilà, dans le côté moral, pas le côté physique. Mais après, oui. Et alors, en fait, les causeries peuvent avoir effectivement un aspect un peu thérapeutique, effectivement. Parce que, comme le disait Cynthia, le fait de pouvoir libérer la parole, ça va amener une libération des émotions, etc. Mais par contre, et ça, Cynthia a raison, on n'est pas psychologue, on n'est pas non plus thérapeute, parce que une fois qu'on a libéré la parole, il y a tout un travail qui se fait derrière. Et nous, on fait pas ce travail-là après avec la personne, de travailler sur son émotion, sur son vécu, sur son expérience et de creuser avec elle pour savoir. Alors après, elle fait quoi alors? Justement, c'est ce qu'on permet, c'est-à-dire on lui permet juste déjà d'entrevoir qu'il y a ça. D'accord. Chose que elle avait déjà même pas identifié elle-même. D'accord. Donc le fait de pouvoir l'entrevoir. Après, nous on travaille, en tout cas c'est cette volonté qu'on a, c'est de travailler aussi en lien avec d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus la prétention de vouloir tout faire Afro-Authentica. On est bien conscient que chaque personne a sa fonction, chaque personne doit être sa fonction et qu'il faut la respecter. Et c'est ensemble qu'on forme quelque chose. Et donc nous, Afro-Authentica, on a décidé d'introduire, de commencer à mettre les graines de la réflexion. Et ensuite, si la personne a besoin d'accompagnement plus profond, etc. Par exemple, Cynthia qui est coach, elle peut aussi coacher des personnes. D'accord. Si après il y a besoin d'accompagnement un peu spirituel, les gens ils ont tendance à plus s'orienter vers moi et puis après moi je fais le travail où j'oriente en fonction en fonction de ce qu'il y a à faire en termes de travail. Et si effectivement il y a besoin, on sent qu'il y a une personne qui a vraiment un souci en particulier et que là il y a vraiment plus, après on connaît des personnes de la communauté ou autres. Vous connaissez les psychologues, exactement. Ah oui, on a d'accord. Aux causeries, on a de toutes catégories socio-professionnelles. C'est un Minocon un petit peu Afro-Authentica aussi. C'est ça. Et donc, on oriente après vers les personnes en fonction, puisqu'on connaît pas mal de personnes. Et je tiens à le préciser, c'est important. Au niveau de la communauté, on le voit dans nos causeries, il y a toutes les catégories socio-professionnelles. Ça veut dire qu'on n'est pas stigmatisé qu'à un endroit. On peut avoir très bien, je sais pas moi, des avocats, on peut avoir tous les médecins, des psychologues, des assistantes sociales, des livreurs, des restaurateurs, des danseurs, je sais pas moi, assistantes sociales. On peut avoir des gens de toute profession confondue en fait. Et c'est ça qui est important. Et on tient aussi dans les causeries à ce que chacun puisse le dire, parce que ça permet aussi de se rendre compte que oui, notre peuple est créatif, il est puissant, il sait faire malgré tout ce qu'on peut entendre. Et donc on tient à restaurer ça également. Et c'est aussi pour ça qu'on fait aussi le pont avec ce qui se fait avec d'autres personnes. Parce que pour nous c'est important qu'on soit unis et on a cette volonté vraiment de pouvoir transmettre au maximum, et on reconnaît notre fonction et ses limites.
Voilà, et c'est à partir de là qu'on peut faire le lien avec d'autres, etc. Et c'est pour ça que je vous ai invité à Minokan, pour montrer qu'à Minokan, il y a tout type de personnes. C'est pas parce que, par exemple, Cynthia a dit qu'elle ne pratique pas le vaudou ou que Florie a dit qu'elle est déjà dans le cheminement spirituel. C'est pas pour cette raison-là que je les ai invités. Non. Parce que même dans le vaudou, vous voyez, il y a des guérisseurs, il y a des psychologues, il y a des avocats. Quelqu'un peut être vaudouisant et puis il cherche un avocat, il va y avoir un avocat qui est aussi vaudouisant. Dans le vaudou, tout le monde n'a pas la même spécialité, tout le monde n'a pas la même fonction, tout le monde n'a pas la même mission. Et souvent, c'est ce qui nous fait défaut. C'est parce que on pense qu'on a tous la même mission et qu'on se tape les uns les autres à cause d'un siège, or qu'il y a plein de sièges. Et souvent, on a chacun aussi notre particularité. On a chacun notre domaine de compétences. Peut-être, oui, Florie est assistante sociale, mais peut-être elle n'est pas guérisseuse. Peut-être Cynthia, elle est coaching en développement personnel, mais peut-être elle n'est pas infirmière. Voilà. Et c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que Minokan, c'est pas vraiment un arbre à palabres. Moi, je dis Minokan, c'est un feu de camp autour duquel on se retrouve tous pour discuter, pour apprendre à se connaître les uns les autres et apprendre à se connaître soi-même. Parce qu'en apprenant à connaître les autres, on apprend aussi à se découvrir un petit peu mieux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette émission ce soir pour parler de l'authenticité, de revenir authentiquement à soi à travers Afrotantica. Pourquoi? Parce que j'ai conscience que tout le monde n'est pas prêt. J'ai conscience, et je l'ai vu à travers mon expérience personnelle en tant que mambo, il y a des gens qui sont pas prêts à dire oui, allume une bougie, fais un rituel, prie telle divinité, prie telle loi. Tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit anesthésiant. Ils ont besoin de se détendre. La détente, ça peut être une huile, un petit peu d'ambiance, ça peut être une huile parfumée. Quand j'ai l'huile parfumée, c'est pas dans le sens physique, ça peut être déjà des choses qui vont le mettre en condition. Ces choses peuvent être des causeries, peuvent être des groupes de parole, peuvent être des groupes de discussion, peuvent être des conférences avec des personnes qui ne vont pas parler vaudou, qui vont pas dire aïe bobo, mais des personnes qui vont commencer ce travail déjà en surface, vraiment en surface. C'est-à-dire commencer à gratter pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Donc ça peut être la découverte de la communauté, découvrir un peu nos problèmes et découvrir aussi nos points forts, savoir qui l'on est. Ça, c'est important. Et vous qui nous regardez, si vous savez que vous êtes dans cette démarche et vous vous posez des questions et que vous êtes seul, parce que souvent c'est le gros problème des personnes, elles sont seules, elles ont personne à qui parler. Et si elles parlent à certaines personnes, on va les prendre pour des déséquilibrés. Oh non, tu te prends la tête. Oh non, écoute, on est en France, on s'en fout de cette histoire de communauté. Là, on est en France. Et c'est pas évident. Et souvent, on a besoin de se relier à quelque chose ou à quelqu'un ou à une prise. Donc j'ai proposé à Florie et à Cynthia cette émission ce soir parce que je sais que la route qui nous mène aux ancêtres, elle n'est pas unique. Il y a plusieurs petites routes qui nous mènent au trône ancestral. Voilà. Donc c'était un petit aparté pour pouvoir continuer l'émission avec Afrotantica. Comment faites-vous le lien du coup, enfin, surtout Florie, parce qu'elle est déjà dans la spiritualité. Comment fais-tu le lien entre les activités Afrotantica et la spiritualité? Parce que des fois, vous parlez de thèmes qui peuvent paraître simples, on va dire terre à terre. Mais comme tu l'as dit, il y a toujours un lien avec la spiritualité. Comment, est-ce que déjà tu sépares les choses? Tu les sépares pas? Comment fais-tu en fait? Des fois, il y a des gens qui peuvent te dire « Oui, mais moi, je me sens pas bien parce que je rêve la nuit. » Comment toi, tu fais cette différence-là ou comment tu fais le lien? Est-ce que tu fais la différence? Est-ce que tu la fais pas? Si tu la fais pas, comment tu fais le lien de sorte à ne pas peut-être déranger Cynthia ou à ne pas déranger les autres? Oui. J'ai pas fait de bêtises, hein? Non. Alors, moi, la spiritualité, donc là, c'est le vaudou. Elle fait partie intégrante de moi, je la sépare pas en fait. Donc tu veux dire par là aux tes spectateurs que tu es vaudouisante? Oui. Ok. Et je l'assume pleinement, cette fois. Oui, et elle fait partie de ma vie au quotidien, dans tout ce que je fais, même au travail, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, elle donne une dimension supérieure à tout ce que vous pouvez faire.
on a l'impression que c'est quelque chose qui est à côté. Et en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui fait partie intégrante du monde et de son fonctionnement et donc de votre fonctionnement puisque vous faites partie de ce monde-là. Et donc, moi, je l'intègre dans tout ce que je fais. Par rapport à Afrotantica, on l'intègre soit parce qu'on va faire un événement précis à un moment donné, donc une causerie sur la spiritualité ou une conférence où on va inviter quelqu'un qu'on estime être compétent ou qui, pour nous parle, voilà, pour parler de ce point de vue-là. Mais on le fait dans nos causeries. Par exemple, Cynthia va apporter son aspect à elle et sa compétence à elle dans son domaine à elle. Et moi, j'apporterai cette touche aussi spirituelle dans les échanges qu'on peut avoir. Donc, c'est directement, même dans les causeries. Après, dans le type d'activité qu'on propose, effectivement, on peut faire la lumière sur ça à un moment donné. Mais moi, après, dans ma façon d'être, de toute façon, en tant que vaudouisante, quand on fait quelque chose, on demande toujours le passage. Donc déjà, moi, je le fais. Ça veut dire que avant de faire quoi que ce soit, je demande le passage, en fait. C'est-à-dire, explique aux téléspectateurs, demander le passage, c'est quoi? En fait, on demande passage aux lois, notamment, là, puisqu'on est dans le vaudou haïtien, on va demander le passage aux lois. Et moi, on aime se référer aussi aux ancêtres parce qu'on estime que là, quand même par rapport à notre rencontre et par rapport à ce qu'on est en train de faire à Afrotantica, on sent quand même qu'on est quand même guidé par les ancêtres. Et on le reconnaît et on leur rend hommage et on les remercie à chaque fois dès qu'on peut. Moi, en tant que vaudouisante, je sais aussi, parce que comme je l'ai dit, ça a une dimension supérieure. Et je sais aussi, je commence à entrevoir quel genre de dimension ça a. Maintenant que je sais ça, je ne peux pas faire celle qui ne sait pas. Et donc, oui, je l'introduis dedans. Parfois, ça a pu gêner à un moment donné, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire que Cynthia, c'est vraiment quelqu'un qui m'a accepté directement. Ça veut dire que quand je suis allée à Haïti, elle me connaissait déjà, hein. Je suis allée à Haïti, je suis revenue, j'avais un petit peu changé puisque ça y est, j'étais dans ma spiritualité. Elle t'a accepté. Elle m'a pas dit oh là là, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce truc bizarre, pas du tout. Elle a pris le temps de m'écouter et je lui ai expliqué. Et elle a accepté. Et après, on s'est juste dit, bon, bah maintenant, comment on va faire avec Afrotantica? Ben, en fait, on va rester soi, en fait. Authentique. Et ben, authentiquement, moi, je suis vaudouisante. Et ouais, ça fait partie de moi. Et donc, dans ma façon de parler, ça veut dire, je vais parler de n'importe quel sujet. Dans n'importe quel sujet, moi, je peux vous glisser des lois à n'importe quel moment. Puisque les lois, c'est des énergies. Ça circule. Même si vous ne le voyez pas, c'est là, en fait. Donc, quand on parle de n'importe quel sujet, bien sûr qu'ils sont tout le temps là. Donc, pour répondre à la question, ouais, la spiritualité, je la dissocie pas. Au contraire, elle est bien associée à ce que je fais, dans ce que je fais, dans ma façon de le faire. Et je l'assume pleinement parce que, justement, ça apporte un élargissement de l'opinion. Et beaucoup de personnes m'ont fait la remarque, oh, c'est bizarre, t'as changé, t'es moins dans le feu, voilà. Ou, ouais, ton discours, je le trouve beaucoup plus apaisant, beaucoup plus harmonieux, etc. Oui, ça, c'est ce que la spiritualité m'apporte, en fait. Ça me permet d'avoir du recul de la distance. Ça me permet aussi d'être plus à l'écoute aussi des personnes et de les prendre tels qu'ils sont au moment où ils sont, en fait, sans vouloir qu'ils soient autre chose. Oui, beaucoup. Juste les prendre comme ils sont. Et c'est ça ce que le vaudou m'apporte, en fait. C'est vraiment cet amour, cette union avec l'autre. Ça, c'est vraiment ce que le vaudou m'apporte. Et donc, forcément, Afrotantica, comme on est pour l'union du peuple, eh ben forcément, la question de la spiritualité est partie intégrante de tout ce qu'on fait. D'accord. Et toi, Cynthia, Florie, elle qui ne dissocie pas la spiritualité vaudou de sa mission dans Afrotantica, toi, comment tu apportes ton ouverture d'esprit face à cela? Et bien sûr, comment fais-tu pour, on va dire, accepter Florie, qui glisse des lois partout? Justement, je pense que notre rencontre, c'était pas un hasard. Vraiment, je pense que les ancêtres, ils y sont pour beaucoup. D'accord. Et du coup, je ne pouvais que accepter ça, en fait, parce que ça fait aussi partie de mon cheminement, peu importe l'étape où je me situe, mais du coup, c'était naturel que d'accepter ça. Et je pense que notre complémentarité fait qu'on arrive à avoir un public assez large parce qu'on en est à ces différentes étapes. C'est ça qui permet à chacun de venir comme il est. Donc, je l'accepte totalement naturellement et pour moi, ça fait partie de ça parce que moi, mon niveau de spiritualité aujourd'hui, c'est de me dire
que je m'intéresse aux sciences de l'esprit, donc tout ce qui est invisible en effet, même si je ne pratique pas. Donc je ne peux que accepter. Et comme on disait, pour moi la spiritualité c'est de l'amour avant tout, c'est de l'union. Donc tout à fait. J'ai de l'amour pour ma sœur et pour ce qu'on fait, pour notre projet, je ne peux que rester ouverte à cette idée. Est-ce que vous considérez, parce que tu as parlé des ancêtres, est-ce que la pleine personne, même ceux qui nous regardent, qui sont pas encore à cette étape-là, déjà même tu dis que tu as tes débuts, tu es déjà loin, parce qu'il y a des personnes. Tu parles d'ancêtres, mais tu parles d'extraterrestres. Pour eux, c'est eux, les ancêtres, c'est son grand-père, sa grand-mère. Ça s'arrête là. Donc, est-ce que vous considérez, donc on va commencer par Cynthia, est-ce que vous considérez quelque part que vous avez un travail, donc vous avez parlé de mission. Est-ce que ça fait partie de votre mission, l'éveil spirituel des gens? Déjà, sans même parler de loi, de divinité, juste au niveau des ancêtres. Parce que revenir authentiquement à soi, ça passe aussi par la route ancestrale. Et aussi, vous l'avez dit plusieurs fois, que vous êtes guidé par les ancêtres. C'est sûrement les ancêtres qui ont fait que vous vous êtes rencontrés, que vous avez eu cette idée, que vous vous êtes accordés et que vous cheminez dans la mission Afrotantica. Donc, est-ce que vous participez à l'éveil spirituel des gens? Si oui, sinon, est-ce que vous en avez conscience? Si oui, est-ce que vous en avez conscience? Pour y répondre, je pense que oui, mine de rien, on participe, on contribue à cet éveil spirituel. Déjà le nôtre, voilà, parce qu'on est dans ce chemin-là. Je pense que tout ce qui est fluide comme ça, qui est évident, ce qui est facile, est forcément guidé par nos ancêtres. Donc Afrotantica, pour moi, c'est ça, c'est vraiment ce chemin-là. Et les gens qui viennent à nous, non plus, c'est pas un hasard. Les personnes qu'on rencontre, ce qu'ils viennent apporter dans nos causeries, dans nos échanges, c'est pas un hasard non plus. Maintenant, si ça peut juste permettre une première remise en question, une première interrogation, ou même juste laisser la place au questionnement, on n'a pas vocation à changer quoi que ce soit, juste à permettre à la personne d'être ce qu'elle est, d'apporter ce qu'elle a envie d'apporter, et d'avancer, comme tu disais tout à l'heure, sans être seul. C'est surtout ça. Donc je pense que oui, certainement qu'on a une mission par rapport à ça. J'en sais peut-être beaucoup moins que Florie sur le rôle précis de cette mission. T'inquiète pas, je te dirai ça en antenne tout à l'heure. J'ai pris des notes. Florie. T'as oublié la question. Participez-vous? J'ai déjà vu, elle a oublié. Participez-vous à l'éveil spirituel? Il y a plein de choses qui viennent en même temps. Oui, on participe à l'éveil spirituel des personnes, forcément. Même après, à des degrés différents, en fonction de la personne, là où elle en est, en fait. Si c'est quelqu'un qui, pour l'instant, non, faut pas me parler de choses qui bougent tout seul ou de trucs, c'est pas possible, voilà. Ok. Mais n'empêche que on va aussi lui montrer, enfin, en tout cas, c'est ma position, moi, en tant que vaudouisante qui commence à cheminer par rapport à ça. Vu ce que ça m'apporte dans ma vie, vu le bien que ça m'apporte dans ma vie, j'estime que pourquoi j'empêcherais mes frères et sœurs de le découvrir. Et donc, ça fait partie, effectivement, de ce qu'on veut, c'est-à-dire dans la transmission, que oui, cet aspect-là soit abordé, parce que le reste, c'est important, mais leur montrer que, tu vois, ce qui te fait peur, là, eh bien, t'as peut-être pas à avoir autant peur. Et d'ailleurs, on fait le lien avec tous les autres thèmes qu'on aborde dans les causeries. On peut avoir peur de l'histoire, etc. On a eu des gens qui ont complètement peur d'aller se renseigner tout simplement sur leur histoire. Parce que, ouais, mais j'ai peur de ce que je vais découvrir, qu'est-ce que ça va donner. Et donc, on les amène comme ça, avec des différents thèmes. On introduit petit à petit des petites notions qui fait que les gens se rendent compte que, ah bah finalement, c'est pas si méchant. Et finalement, bah ouais, et d'ailleurs, j'ai tout intérêt à savoir parce que le fait de savoir ça, ben, ah ouais, ben, je comprends mieux pourquoi il m'arrive telle ou telle chose. Et ben, de la même façon, la spiritualité, c'est pareil. Des fois, on a des personnes qui ont des réactions, des choses comme ça. Et ils disent, ouais, je comprends pas. Et ils osent pas en parler parce qu'ils trouvent ça bizarre, mais ils osent pas en parler. Si Afrotantica, nous, on l'aborde librement en disant, ouais, tu peux ressentir, c'est normal. Ah bah, déjà, la personne, elle se sent soulagée parce qu'elle se dit, ah, au moins, Afrotantica, je sais que, même si je leur dis que des fois, mes yeux clignotent, ça va pas nous faire paniquer. Au contraire, on va accepter et on va dire, ouais, y a pas de problème, on peut comprendre, ouais. Et donc, oui, on accompagne, on va dire, les personnes qui commencent à, ne serait-ce que, entrevoir la lumière, bien sûr qu'on est là pour ça aussi. Qui sont en transit. Ok, Afrotantica, je vous appelle comme ça maintenant, c'est plus simple. Hein. Afrotantica, qu'est-ce que vous proposez à la communauté? C'est vrai que vous avez parlé de causerie, oui, mais encore. Qu'est-ce que vous proposez en fait aux téléspectateurs qui disent, ah ben elles sont sympas ces filles, j'aimerais bien participer à leurs activités?
Ok. Bah, comme on a dit, des causeries, des conférences, un espace aussi pour les enfants. Donc, on accueille des enfants dès l'âge de 6 ans. Donc, les mamans Voilà. qui ont des enfants, elles peuvent venir avec. Voilà, on a même accueilli des bébés, tout bébés. Donc, c'est important aussi pour les mères qui, des fois, n'ont pas de mode de garde, ont envie de participer à des événements de la communauté, mais n'ont pas forcément les moyens d'y assister. Donc là, on met ça en place. À côté de ça, les enfants réalisent des activités. Donc, derrière ça, c'était pas des activités racisées. Le but, c'était simplement qu'ils puissent être ensemble, apprécier le fait d'être ensemble en communauté, s'amuser, prendre cette habitude-là très jeune. Donc vraiment, c'était le but de ces activités enfants. Et par la suite, on va développer d'autres choses. En tout cas, on espère avoir un lieu beaucoup plus central pour accueillir les frères et sœurs. Moi, j'ai une question qui n'était pas prévue. Vous avez parlé de communauté. Vous avez dit que oui, qu'il y a des femmes, il y a des hommes également qui participent à vos activités. Est-ce que vous avez pensé, ou est-ce que c'est en projet, je ne sais pas, à faire des speed dating en fait? Pourquoi elle sourit? Tu souris pas? Je comprends pas. Elle a souri, Fleury n'a pas souri. Des speed dating, parce qu'on parle de communauté, ok? Donc, les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, des fois c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez pensé, Afrotantica, de faire ce genre de choses-là? Là, maintenant, Fleury sourit. Ouais. Bon. Alors, moi, c'était ma question. Ouais, j'avais pas bien compris la question au début. En fait, on l'a déjà fait. Ah On bon? l'a déjà fait. Alors, D'accord. pas au sein d'Afrotantica, parce qu'en fait, on a fait partie d'autres associations, parce qu'on s'est fédéré avec des amis, etc., dans d'autres associations. Et on a fait les speed dating par rapport à ça. Ça a été une expérience enrichissante. Après, c'est vrai que pour cet aspect-là, pour l'instant, en tout cas, Afrotantica, on l'a pas... Vous n'avez pas pensé? On l'a pas réintégré. Voilà. Mais disons que le speed dating, ce qui est étonnant, il est plus professionnel à l'heure actuelle. Les gens se rencontrent pour mettre en commun des business, des affaires, mais pas encore le cœur. Ok, d'accord. Et vous êtes célibataire? Parce que speed dating, je demande. C'est pas que moi je fais pas d'annonce, hein, mais c'est vrai que les gens vous regardent, vous êtes très belle, on voit à l'écran. Est-ce que vous, des fois, on n'éprouve pas le besoin d'en faire parce que quand nous-mêmes on est déjà prise, on se dit speed dating pour faire quoi? On ressent pas le besoin. Quand on est dans une phase où nous-mêmes on cherche aussi notre roi Camite, on va dire ça comme ça. Oui, peut-être on peut ressentir un petit peu ce que une autre personne peut ressentir, la solitude, souvent le besoin de se confier à quelqu'un, d'avoir une épaule et d'avoir des moments intimes aussi. La réponse? Oui, pour ma part, oui, je suis célibataire. D'accord. Non, moi je suis accompagnée. Ouais. Accompagnée, c'est bien. Donc peut-être c'est en transit, on ne sait pas. Ensuite, pour quelles raisons les gens peuvent-ils vous contacter, Afrotantica? Comme on l'a dit, c'est-à-dire que tout simplement, si on a tout simplement envie d'échanger en fait, c'est-à-dire qu'on a lu un livre, on a regardé un article, on a regardé un documentaire, ça nous parle, on a envie d'échanger, on a envie d'en débattre et on ne sait pas où en débattre. Et aussi pourquoi, on ne l'a pas dit, mais pourquoi on a fait Afrotantica, c'est parce que quand on a été dans les différentes conférences, les gens faisaient intervenir des personnes qui connaissaient tel ou tel domaine. Et en fait, il y avait un moment question-débat. Donc les gens posaient des questions et après, la personne pouvait répondre ou pas. Mais si la personne avait envie d'exprimer ensuite son ressenti, son opinion par rapport à ça, elle ne pouvait pas. On l'a coupé parce qu'on n'a pas le temps. Et puis on a demandé, nous, parce qu'avant de faire ça, on a quand même été voir les différentes associations, les différents conférenciers qu'on a nous-mêmes rencontrés. D'accord. On a fait des interviews aussi de personnes pour un peu recenser un petit peu tout ça, pour savoir qu'est-ce qui se fait et pourquoi ça s'est pas abordé. Et on nous avait répondu, ah non, mais nous, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps d'aller savoir pourquoi un tel se sent comme ça et tout. C'est soit il faut le savoir, soit tu sais, toi tu sais pas. Et on a eu aussi des personnes qui nous ont répondu, mais si les gens ne savent pas, qu'est-ce que j'y fasse? C'est à eux de se renseigner. Et en fait, ils n'avaient pas le temps. Mais on comprend, on ne juge pas ce point de vue-là, mais on a compris que voilà où était notre place et où était notre fonction en fait. En tant qu'assistante sociale, on le fait déjà d'emblée dans notre travail. Donc on s'est dit, on va allier ça pour aider notre communauté. Et donc, c'est de permettre aux personnes d'avoir cet espace-là. Là où dans une autre conférence, on te coupe la parole parce que on n'a pas le temps d'avoir tes états d'âme. Nous, à Afrotantica, on dit, si, viens, parle. Et ça veut dire que, par exemple, on a été sollicité. C'est comme ça qu'on a débuté à Afrotantica. Parce qu'à la base, on s'était dit, oui, on commence dans 1 an. Ensuite, il y a eu le reportage de la Libye sur l'esclavage.
Et là, on a été appelés par nos familles, nos amis. Oh là là, mais t'as vu comment ça peut encore exister? Il y a eu des gens qui paniquaient, il y en a des gens qui étaient en colère, des gens qui étaient tristes, qui sont effondrés. Même des gens qui commençaient un peu à déprimer en disant, mais attends, ça veut dire que ça revient, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était la panique. Et nous, on s'est dit, non, on va pas les laisser tout seuls. Ben, venez, on se réunit et on en parle. Ils sont venus. C'est comme ça qu'on a commencé avec les 6, en fait. Et c'était les 6 femmes au début. Mais c'était pas une volonté absolue que ce soit des femmes, hein. C'était ouvert à tout, mais au début, c'était 6 femmes. Et on a commencé à aborder ça avec elles, et ça leur fait beaucoup de bien, parce que elles étaient toutes seules avec elles-mêmes, face à un reportage, ou un documentaire, ou à une chanson, ou un truc qui passe aux informations, et elles se sentaient seules, et elles se disaient, mais moi ça me fait peur, mais je peux pas en parler. Parce que soit mes amis, ils disent, ah, c'est bon, arrêtez de vous victimiser, soit c'est mal compris, etc. À Afrotantica, on leur dit, si vous avez envie d'échanger, de débattre, de donner votre opinion, d'avoir les opinions d'autres personnes, de vous renseigner sur l'histoire, sur la politique, sur la spiritualité, sur l'éducation, sur l'alimentation, enfin tout un tas de thèmes, ou que vous-même vous avez envie que ce soit abordé au niveau de la communauté et que vous sentez que c'est pas abordé ailleurs, à Afrotantica, on vous donne la possibilité de parler de ça avec tout un tas de personnes. Et donc c'est ça qu'on fait à Afrotantica, la possibilité de pouvoir parler de tout quand on en a envie. D'accord. Et bien sûr, on va afficher à l'écran le logo d'Afrotantica. Vous avez également votre page Facebook, Afrotantica. Donc c'est épelle-le, Cynthia, pour pas faire de faute. Parce que si c'est moi qui l'épelle, je vais dire n'importe quoi. Donc Afro, A-F-R-O-T-H-E-N. T-I-K-A. C'est pas facile, hein? Donc, le logo sera affiché également. Donc, les gens peuvent contacter Afrotantica via leur page Facebook. Y a-t-il également des numéros de téléphone? Vous n'avez pas pas d'infoline pour Afrotantica, non? Si, un numéro. Donc, on peut donner le 07 63 47 25 48. Quelles seront vos prochaines activités avec Afrotantica? Ce qu'on souhaite, de toute façon, il y aura des causeries régulières, donc on peut aller sur la page Facebook, il y a toutes les infos, la page Hello Asso du même nom, il y a toutes les informations. Prochain projet, c'est vraiment l'ouverture d'un centre dédié vraiment à la communauté pour pouvoir se rassembler. Un centre physique où les gens Un centre physique, il est temps de matérialiser les choses. Très bien. Et pour le coup, au-delà des causeries, c'est des activités culturelles, c'est des activités à la fois d'éveil, c'est vraiment tout ça qu'on souhaite proposer aux frères et aux sœurs. D'accord, très bien. Également, Cynthia, tu es aussi coach en développement personnel. Donc ça, c'est mis à part de Afrotantica, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a des personnes d'Afrotantica qui viennent, du coup, qui prennent, c'est quoi, des consultations, c'est ça que tu fais? Oui, qui prennent des programmes d'accompagnement. Et en effet, il y a des femmes, parce que j'accompagne beaucoup plus les femmes actuellement. D'accord. Donc il y a des femmes qui me sollicitent par rapport à mes activités. Et le but, justement, comme je disais, c'est vraiment de faire en sorte de sortir des émotions négatives, des émotions qui sont ancrées depuis un certain nombre d'années parfois, et qui empêchent justement de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans des projets, parce qu'on est encore un peu enraciné dans des choses anciennes. Donc vraiment, c'est ce travail-là que je mène avec les femmes. D'accord. Mais tu peux donner ton numéro de téléphone? C'est le même, c'est la même info. Alors répète-le. 07 63 47 25 48. D'accord. Donc c'est pour l'accompagnement au développement personnel. On n'a pas dit que c'est pour la drague, c'est uniquement pour le développement. C'est bien de le stipuler, on ne sait jamais. Il y a des surprises. Pour l'accompagnement. C'est de l'alignement émotionnel, c'est ça. Voilà. Coaching en alignement émotionnel. Très bien. Donc, mesdames, je vous laisse dire le mot de la fin, ce que vous voulez, s'il y a des choses que vous avez oublié de dire, ou passer un message à la communauté qui nous regarde. Pour conclure, moi je dirais un peu ce qu'on dit souvent, c'est que vu qu'on a chacun notre fonction, en fait on se dit que chacun fasse sa part de manière excellente, tout simplement. Ok, c'était court et direct. Florie. Oui, alors moi j'aurais tendance à vouloir dire, à vous qui êtes à Haïti, puisque HLAF c'est quand même pour les Haïtiens, on a un profond respect pour le peuple haïtien, et nous on aimerait bien faire effectivement le pont, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que pour l'instant on est en France, en métropole, en Île-de-France, nous ce qu'on veut c'est faire le pont, d'ailleurs on le fait déjà, puisque on commence à travailler avec des associations qui sont sur le continent africain, et notre volonté aussi c'est de travailler avec Haïti, la Caraïbe, etc., parce que le but c'est quand même l'union du peuple, on a bien dit le peuple noir du monde. Donc si on peut travailler tous ensemble, faire des choses ensemble, bien sûr que ça on est preneuse, et on est bien déterminés à le faire.
Aïe Bobo, merci pour ce joli mot de la fin. Alors, je vous remercie, Afrotantica, d'avoir été mes invités pour ce nouveau numéro de Minocan. Merci également pour votre authenticité. Merci pour votre authenticité et pour votre sympathie. Et je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Et vous qui vous cherchez, vous qui recherchez un groupe de parole, un groupe de discussion, des personnes qui vous ressemblent, si vous avez été séduite ou si vous vous identifiez un petit peu, soit au parcours de Florie, soit au parcours de Cynthia, eh ben vous pouvez les contacter via leur page Facebook Afrotantica. Moi, je le dis toujours, le chemin qui nous mène à la route des ancêtres n'est pas unique. Et ça, c'est vraiment la grosse erreur souvent de certaines personnes de la communauté, c'est d'avoir ce concept de la pensée unique. Il n'y a pas de pensée unique, il n'y a pas de chemin unique. Chacun à sa manière, parce qu'on est tous différents, on a tous des vibrations différentes. Donc automatiquement, il y a quelqu'un qui va écouter de la guitare, il sera dans l'émotion, et l'autre pas. L'autre, ça va être plutôt être le tambour, l'autre, ça va être le piano, etc. Le principal, c'est d'être bercé par la musique. Le principal, c'est d'être bercé par les ancêtres et de marcher vers la route des ancêtres afin d'atteindre l'épanouissement. Parce que je pense que toutes ces missions, eh ben, elles ont tous le même but. Elles ont toutes le même but, c'est-à-dire l'épanouissement, l'élévation personnelle, cette recherche et cette quête du bonheur. Voilà, tout simplement, le bien-être. Et avec Minocan, c'est ce que je veux vous offrir, cette vitrine qui vous permet d'avoir plein d'objets, plein d'articles, et chacun choisit l'article qui lui plaît pour atteindre ce bien-être, pour atteindre cette part de bonheur qui lui est dédiée. Voilà, je vous remercie tous pour tous ceux qui sont intéressés au vaudou, parce que dans le vaudou, il y a tout ça. Hein. Dans le vaudou, c'est pas seulement loi, magie, ou initiation. Non, dans le vaudou, il y a tout. Il y a de la fraternité, il y a de la rigolade, de la détente, il y a des moments de discussion également. Et il y a aussi des moments spirituels. Mais dans le vaudou, il y a toutes ces choses-là, telles que nous voyons les esprits. Il y a les esprits de la guerre, les esprits de l'amour, les esprits de l'eau, les esprits de la guérison. Eh ben, c'est la même chose dans la communauté noire. Il y a de tout. On doit le faire avec amour, avec tolérance, avec unité et avec passion. Je vous remercie tous pour votre présence à Minocan. Je remercie encore une dernière fois Estella Dewelry pour le prêt de ses bijoux, les bijoux ethniques. Elle sublime femmes et hommes, et vous pouvez la contacter sur Facebook à Estella Dewelry et également au 07 53 67 51 97 pour la classe vaudou, la classe virtuelle qui vous permettra d'apprendre les fondamentaux du vaudou. Eh ben, vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 07 53 90 92 10. Je vous dis à tous un grand aïe bobo. Je vous dis, on se retrouve dans 2 semaines. Donc, rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Minocan avec un nouvel invité. Bonne soirée à tous. À bientôt. Aïe bobo! Aïe bobo! Minocan, Minocan!